Une donne pour un rendu, l'échange équivalent. Voilà la loi la plus importante de l'alchimie. Eau 35 litres, carbone 20 kg, ammoniac 4 litres, hydroxyde de calcium 1,5 kg, phosphore 800 g, chlorure de sodium 250 g, nitrate de potassium 100 g, soufre 80 g, fluor 7,5 g, fer 5 g, silicium 5 g et un peu des 15 autres matières chimiques. Voilà en gros ce qui compose un corps adulte, mais à ce jour, personne n'a réussi à synthétiser un être humain. Il manque toujours un ingrédient. Ça fait des siècles que les scientifiques cherchent ce chaînon manquant. Edward Elric. この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいからSalut à toutes et à tous, avant de continuer, plus la peine de regarder votre écran, c'est une chronique uniquement audio. Et je tiens à signaler que je vais spoiler à gogo, donc dès maintenant allez lire ou regarder FMA, il en vaut le coup. C'est l'une de mes œuvres favorites et il serait dommage que vous vous fassiez spoiler, excusez-moi. Mais si vous voulez, durant le résumé de l'œuvre, je ne spoilerai pas directement. Je préviendrai, mais toujours à vous de voir. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Fullmetal Alchemist, abrégé ici en FMA pour la facilité. Ce fabuleux manga de Hiromu Arakawa, dessinatrice et scénariste de cet ouvrage dont la publication a été débutée en juillet 2001 et finie en juin 2010 avec un total de 27 volumes au Japon, qui a été édité par Square Enix. En France, en revanche, la publication des volumes reliés a commencé en 2005 par Kurokawa. Mais FMA, c'est aussi 6 romans écrits par Makoto Inoue entre 2003 et 2007, 2 animés Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood, un film en 2005 et des OAV en 2006. Bien sûr, plusieurs jeux vidéo, bref, FMA a marqué, et pour vous indiquer comment, je vais vous en faire le résumé, et celui de l'œuvre originale. Tout d'abord car l'animé a connu une popularité folle, enfin les 2 animés. Effectivement, l'un propose une adaptation fidèle de l'histoire originale, c'est FMA Brotherhood. L'autre, FMA, tout simple, propose des changements et une histoire tellement bonne que l'auteur original elle-même a trouvé cette série meilleure que son manga. Personnellement, je n'ai lu que le manga papier et c'est la deuxième raison de pourquoi je m'axe principalement sur celui-ci, donc on est parti pour le résumé. Mais avant, je dédie cet épisode à Mimi et Pollux, pour vous, mes amis, cet épisode vous est dédié. Dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, 2 frères, Edward et Alphonse Elric, qui parcourent le monde à la recherche de la légendaire pierre philosophale dont le but de trouver leur corps perdu. Leur père, Van Hohenheim, les a quittés il y a de cela des années, et leur mère, Trisha Elric, meurt quelques années plus tard d'une maladie, laissant les 2 jeunes enfants derrière elle. 1 an plus tard, les 2 frères tentaient de la faire revenir grâce à l'alchimie, bravant la loi qui interdit formellement la transmutation humaine. Ils en paieront le prix fort. Edward, l'aîné, perdra sa jambe gauche et son petit frère perd son corps tout entier. Edward sacrifiera son bras droit en scellant l'âme de son petit frère Alphonse dans une armure. Mais il décide ensuite de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État. Il réussit l'examen haut la main, ce qui est quasiment impossible en tout cas, et il obtient son nom d'alchimiste, le Fullmetal Alchemist, le nom du manga. Avec les avantages d'alchimiste d'État et de leur recherche, les 2 frères chercheront au péril de leur vie la mythique pierre qui leur rendra ce qu'ils ont perdu. Mais le secret de la pierre philosophale, car oui c'est elle la mythique pierre, est très bien gardé. Donc ça c'était le synopsis par Wikipédia. Je l'ai pris à peu près tel quel car il est synthétique et plutôt avantageux je trouve. Mais en fait il est très synthétique, les 3/4 de ces informations passent dans les 2 premiers volumes. Car dans l'histoire on peut parler des homunculus par exemple, qui ont pour but de créer la pierre philosophale. D'ailleurs, je vais dès maintenant vous parler des homunculus, les ennemis principaux de nos héros. Dans l'alchimie réelle, la science érigée dès le 4e siècle avant Jésus-Christ en Chine, il y a 2 buts. Le premier est la pierre philosophale, capable de transformer les métaux vils ou mauvais, comme le plomb, en métal noble, par exemple l'or, très connu. Le deuxième est la recherche de la médecine via la médecine universelle, la panacée. Ici on a des aspects qu'on retrouvera dans Fullmetal Alchemist, mais j'aimerais parler un peu plus des homunculus qui sont une notion de l'alchimie de base, c'est pourquoi j'ai fait cette petite introduction.
En français d'ailleurs on devrait dire plutôt homoncule. Mais bon, je vais dire le mot latin. Donc, les homoncules, ce sont des versions miniatures et souvent caricaturales de l'être humain que les alchimistes cherchaient à créer. Et dans Fullmetal Alchemist, les homunculus, qui là sont prononcés en latin d'une part pour différencier et d'autre part car dans le manga on dit homunculus. Donc les homunculus de Fullmetal Alchemist sont au nombre de 7, quasiment immortels car ils possèdent chacun un morceau de la pierre philosophale en eux. De plus, ils ont des capacités physiques liées à leur nature qui est l'un des 7 péchés capitaux. Nous en reparlerons. Ici, ils sont créés à partir de celui qui est appelé par tous Père. Tous, non. Pas Van Hohenheim, le père de Edward et Alphonse, nos héros. En effet, on apprend dans le manga que Père et Van Hohenheim sont liés d'une certaine manière. Ils se connaissent d'ailleurs. Et Van Hohenheim l'appelle le petit être de la fiole. Mais pour expliquer ça, je vais devoir spoiler un petit peu, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode. Donc, c'est parti. Dans l'alchimie, en fait, on dit que si... Ça, c'est dans l'alchimie réelle. Dans l'alchimie, on dit que si un alchimiste crée la vie, celle-ci ne peut vivre en dehors de la fiole dans laquelle elle est créée. Et ce principe est utilisé dans Fullmetal Alchemist. Et petit détail amusant, il paraît que le premier humain à avoir dans la vraie vie créé la vie ne s'appelait nul autrement que Van Hohenheim. Bon, je peux aussi parler de la corruption, notamment dans l'univers de Fullmetal Alchemist, et pas n'importe quelle corruption, celle du gouvernement. Je pourrais parler aussi de la bataille de Briggs au nord d'Amestris, le pays dans lequel se déroule l'histoire. Je pourrais parler de la guerre Ishbal, qui est similaire à l'Holocauste. Il y a aussi le royaume de Xerxès, il y a la recherche de la pierre par le pays de Sing pour sauver leur souverain. Il y a des histoires de meurtres, de complots, des trahisons dans tous les camps. Et là j'aimerais parler de Xerxès que j'ai évoqué juste à l'instant, car selon moi c'est une preuve flagrante de la rigueur de l'auteur dans cette œuvre. Dans Fullmetal Alchemist, Père, l'homunculus originel, est créé sous les ordres du roi de la cité de Xerxès, qui se retournera contre lui et engendrera la mort de son peuple et de lui-même, ainsi que l'immortalité de Van Hohenheim en tant que malédiction et un corps physique humain pour le petit être de la fiole, Père est enfin créé. Dans la réalité, Xerxès est mort assassiné par l'un de ses capitaines lors d'un coup d'état pour arriver à la tête de son empire, et ce afin de diviser l'empire entre ses 7 fils. Ces 8-là, le traître et ses fils se sont fait tuer par l'un des fils du roi, dont la mère se nomme nul autrement que Amestris. Ici, le traître et les fils sont clairement des homunculus, et Père est le plus intéressant, mais ce que l'on peut dire par contre, c'est que lorsqu'on connaît l'œuvre, tout s'explique en fait. Là, j'essaye d'évoquer un petit peu le génie de Hiromu Arakawa, l'auteur de l'œuvre. Mais c'est très dur de le faire sans raconter toute l'histoire, et l'histoire en elle-même est très longue. Elle est pleine de détails qui sont tous plus importants les uns que les autres. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal à essayer de vous faire comprendre ceci, mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est extrêmement bien écrit. Et surtout plein de culture. Enfin bref, si vous voulez vraiment voir la précision d'écriture de Madame Arakawa, je vous propose de regarder les différentes vidéos de Mr. Enzor Pose Manga, qui a très bien résumé le truc dans sa pause manga, ainsi que dans sa vidéo 5 choses que vous ignorez sur FMA. Ce qui m'a moi-même appris des choses en fait, tant qu'à partager le travail d'un vidéaste, autant que ce soit instructif et que je l'apprécie moi-même. Comment parler de Fullmetal Alchemist sans énoncer bien sûr les homunculus basés bien évidemment sur les 7 péchés capitaux de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Nous avons Gluttony, qui est la gourmandise, Envy pour la jalousie et l'envie, Vras pour la colère intense, Sloth dont la paresse infinie l'empêche de vivre en sérénité, Lust dont la luxure coûtera la vie, Greed dont l'avarice rend fou, et Pride pour le péché originel, l'orgueil. Ils ont tous été créés par Père, l'homunculus originel comme je l'ai déjà dit, le petit être de la fiole tel que Van Hohenheim, le père de nos héros, le nomma. Père qui dans l'un des animés prend le pseudo d'ailleurs de Dante, ce qui fait référence à l'auteur Dante Alighieri. Ensuite, sans transition bien sûr, j'aimerais parler de Scar et de la guerre Ishbal qui parle clairement du génocide juif en Europe centrale de la première moitié du XXe siècle. Ce personnage, Scar, est, je pense, l'un de mes personnages préférés. Celui qui évolue le plus dans sa vie, ses idéologies et la recherche de la paix, son désir de venger son frère à tout prix, mort durant le génocide en tuant tous les alchimistes d'État, qui finira par s'allier aux héros afin de vaincre le vrai mal qui ronge ce monde.
Je pense qu'il est inspiré de Vegeta de Dragon Ball. Leur parcours se ressemble, ce qui est plutôt une bonne chose quand on sait que Vegeta est le personnage le mieux écrit de cette œuvre. Bon, nous avons aussi des personnages provenant du pays de Xin, dont le but est de trouver la pierre philosophale afin de soigner leur empereur. La famille qui guérira l'empereur connaîtra une gloire immense, et c'est là que l'un des héritiers potentiels au trône, accompagné de ses gardes, vont rencontrer une jeune fille et son bébé panda, qui elle vient d'une famille de paysans, qui ont besoin de reconnaissance, car sinon ils risquent très fortement de s'éteindre. Alors attention ici, quand je dis famille, ça signifie plutôt clan. Et nous avons tout ce genre de relation dans Fullmetal Alchemist, dont le point commun et central est l'alchimie et la pierre philosophale. Mon avis concernant cet univers, bien que j'ai déjà pu l'évoquer auparavant. L'univers est parfaitement exploité en 27 volumes, rien n'étant trop. Tout développement est acheminé jusqu'au bout et ce manga est maîtrisé de A à Z. C'est assez rare pour le souligner vu le système d'édition japonais. Et si vous voulez en apprendre plus, lisez Bakuman, les auteurs de Death Note. Ça apprend pas mal. Donc, l'histoire est profonde et attachante, les sentiments humains sont justes et on versera autant de larmes qu'on en sera traumatisé. Surtout à cause de cet enfoiré de Shotoker. Désolé de rappeler ce douloureux passage. Fullmetal Alchemist est un univers rempli de personnages attachants, bien écrits et justes. Je dédie d'ailleurs cet épisode à la mémoire de Hughes, de Nina et Alexander, et du frère de Scar, qui, certes, sont des personnages fictifs, mais d'un autre côté, ils en valent la peine tant ils sont bien écrits. C'est une œuvre qui joue avec nos sentiments, comme une armée de petits chats avec une seule et petite souris. Enfin bref. De plus, les dessins. Oh mon Dieu. Les dessins ne sont pas juste beaux, plus que ça, ils sont maîtrisés, épurés et précis, juste comme il le faut. Le découpage des planches est superbe, on ne perd jamais l'action. Le niveau du dessin est tellement bon, dès le départ, que certes, il est meilleur à la fin, mais on remarque presque pas de différence, à part une clarté de compréhension. Mais là, je chipote sur des détails insignifiants qui ne vont en rien jouer sur notre approche du manga. Car oui, c'était les points négatifs de cette œuvre, c'est dire les points positifs. On peut remarquer qu'il y a des références à des œuvres cultes de la pop culture. Je pense au parallèle que j'ai ressenti entre The Thing de John Carpenter et le passage au Fort Briggs. Des héros bloqués par la neige et face à une menace, des sacrifices faits. Ou encore les aventuriers de l'Arche perdue avec la découverte par Edward de la cité antique de Xerxès. Ou même Lawrence d'Arabie dans l'esthétique de certains plans. Et pourtant cette œuvre a une identité propre et une aventure des plus originales. Maintenant, un point sur les animés. Certes, je ne les ai pas vus entièrement, mais je peux parler du peu que je sais, à savoir des musiques. Les OST sont tellement belles et inspirantes, et renforcent les impressions des animés, ainsi que l'animation des films animés, tant que les séries, elles sont splendides. Tout est bien retranscrit, le style de l'auteur d'origine, les émotions et surtout l'âme qu'a insufflé initialement l'auteur. Et ceci vaut pour l'animé qui respecte l'œuvre, comme pour celui qui a pris de grosses libertés. Mais, je le rappelle, je ne les ai pas vus. Mais des amis m'en ont tellement parlé que je dois les connaître à peu près par cœur maintenant. Puis je suis un gars sérieux, j'ai fait des recherches quand même. J'ai donc demandé à une amie de m'écrire ce qu'elle a pensé de Fullmetal Alchemist au niveau de tout ce qui s'est fait en animation, donc hors manga papier et film live. Comme vous allez le voir, elle a découvert Fullmetal Alchemist par la première série sortie chronologiquement. Donc je vous lis ce qu'elle m'a écrit, mais je vous préviens, ça risque d'être un petit peu long, mais après tout, c'est plutôt sympathique. Donc, Fullmetal Alchemist, donc là je prends le rôle de mon ami. Fullmetal Alchemist, ou le manga, ou animé, où je me suis le plus retrouvé, identifié, et donc que j'ai le plus aimé, au point de voir les deux versions animées, les films, ainsi que de lire le manga papier plus tard. Je sais même plus si je dois parler de Brotherhood ou de l'autre, ou même des deux, du coup je vais parler des deux. La première version animée, sortie en 2003 et diffusée jusqu'en 2004, est la première que j'ai connue et donc que j'ai vue. Pour ce qui est de l'histoire, elle commence de la même façon, à peu de choses près que le manga papier. Mais c'est au moment où les personnages venus de Sin font leur apparition dans la version papier que l'histoire devient totalement différente. Sans pour autant changer le but premier des deux frères qui est de retrouver leurs corps respectifs. Les différences flagrantes avec le manga papier sont surtout autour des homunculus, de leur création, de leur histoire, etc. En effet, dans cette version, les homunculus sont issus de la transmutation humaine ratée. Donc on peut voir deux homunculus différents, Thlos et Vlas. L'un créé d'après la transmutation de la mère d'Edward et Alphonse, et l'autre après celle du bébé d'Izumi Curtis, leur mentor. Mais la plus grosse différence avec la version papier est la fin. Sans vraiment détailler, la première fin montre Edward passer de l'autre côté de la porte de la vérité pour vivre dans un autre monde. Notre monde, le monde réel dans lequel nous sommes en Europe de l'Est pendant la montée du nazisme. Et ainsi permettre à Alphonse de retrouver son corps, mais sans son frère.
L'autre fin montre Alphonse et Edward ensemble dans le même monde avec tous deux leur corps entier. La première version est celle que je préfère largement car elle offre une fin différente de celle de « ils ont gagné tous les deux, il n'y a plus de problème » pour caricaturer. La fin de la série animée nous montre les deux frères séparés, certes avec Alphonse qui a retrouvé son corps grâce à l'échange d'Edward, qui lui n'a pas pu, en revanche, retrouver sa jambe et son bras. D'autant plus qu'ils se rendent compte que la pierre philosophale qu'ils ont cherchée pendant des années ne leur sera pas accordée, ce qui donne un aspect beaucoup plus violent et donc marquant. Cette version offre une réelle fin avec le film Conqueror of Shambhala. Et là je suis obligé de mettre une spoiler alerte. Effectivement dans ce film on voit Edward vivre dans le monde tel qu'on le connaît avec tous ses souvenirs et des personnages ayant le même visage que ceux du monde d'Amestris. Par exemple King Bradley, Hughes ou Alphonse. Sans entrer dans les détails, Edward retourne à Amestris par un portail ouvert par une dirigeante allemande qui veut détruire ce monde. Pour l'arrêter, il doit retourner de l'autre côté du portail, mais Alphonse se cache dans une armure et traverse le portail avec Edward, et finissent par vivre ensemble dans le monde réel. Et nous passons donc au second animé. Au risque de paraître comme une sadique sans cœur, je dirais que cette version possède une plus grande violence des événements, comme le passage où le docteur Tucker change sa fille Nina en chimère avec son chien. Cet événement a été très marquant pour moi, encore aujourd'hui en y repensant, car l'enchaînement était assez lent. Donc on avait le temps de s'attacher à Nina, de compartir avec l'histoire de la présumée mort de la mère de Nina et Alexander, de trouver un aspect protecteur à Tucker, ou même de constater les liens entre les deux frères et Nina. De plus, on pouvait faire le raisonnement en même temps que les deux frères, et donc être vraiment frappé en comprenant tout ce qui s'était passé exactement comme eux, et également quand la chimère se fait tuer par Scar. Un autre événement a été marquant pour moi, et je pense que pour d'autres aussi, celui de la mort de Hughes, car comme précédemment dit, la scène est assez lente pour faire le raisonnement en même temps que lui. De plus, le personnage est très drôle et attachant, donc sa mort est d'autant plus marquante. Et enfin, la scène juste après sa mort, on voit son enterrement avec sa femme et sa fille dont il parlait à longueur de journée, plein d'amour qu'il était. Cela m'a particulièrement touché, peut-être parce que je suis trop sensible. En effet, la petite fille de Hughes ne comprend pas pourquoi ils enterrent son père et demande en pleurant qu'on le fasse sortir pour qu'il puisse continuer de travailler. Il y a encore des tas de scènes et de moments qui ont été très marquants et violents dans cette version, présents dans la version originale, mais que je trouve moins marquants à cause d'un dernier petit point, les graphismes et le texte. Bon d'accord, ça fait deux. Excusez-moi, mais j'ai connu cet animé très jeune, donc je l'ai regardé en version française, mais c'est l'un des rares animés qui ne possède une VF aussi bonne, qui ne me dérange pas et qui transmet la vraie émotion. Donc, pour en revenir à ce que je disais, dans la première version, Edward parle avec plus de cynisme, d'humour et jure beaucoup plus que dans la version originale, ce qui montre bien que malgré le fait qu'il soit extrêmement mature et intelligent pour son âge, il reste un ado préadulte comme nous. Enfin, les graphismes dans cette version sont bien plus précis et plus fluides que l'autre version. Pour terminer, enfin, comme si je pouvais m'arrêter de parler de Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist restera mon animé ou manga préféré car l'histoire met en cause plusieurs sujets réels, bien évidemment inspirés de faits réels. De plus, comme j'ai une sœur aînée et une plus jeune avec un âge et une façon de penser parfois proches, je peux m'assimiler à Alphonse comme à Edward, me mettre à leur place et comprendre ce que chacun ressent, leur façon de penser et les relations entre plus vieux, plus jeunes et inversement. Cette histoire est vraiment super et je ne me lasserai jamais de la voir ou de la lire encore et encore. J'aime sa vision et ses explications. En effet, en fonction de la vie de chacun, on aura une approche différente de l'œuvre, mais qui en tout cas va nous toucher. Donc merci beaucoup à elle de m'avoir fait ces critiques, c'est vraiment formidable. Je vais parler un petit peu plus du film Conqueror of Shambhala. Merci à elle de m'avoir laissé involontairement de la matière à traiter. Donc, le film prenant deux histoires en parallèle, dont l'une se veut dans notre monde en Allemagne en 1923. Bref, ce film renforce l'idée que dans le manga original d'Amestris correspond à l'Europe, et même plus à l'Allemagne. Bon, je ne l'ai pas vu, mais c'est un point sur lequel je veux rebondir. Là, Ishbal est une population. Dans le manga, Ishbal est une population basée sur la religion, mais dont certains penseurs, comme le frère de Scar, veulent la mettre au goût du jour car elle est ancestrale. Ce qui fut utilisé comme un argument pour justifier le génocide Ishbal par les hautes autorités d'Amestris. Bref, si vous l'avez remarqué, cette œuvre est bien plus profonde qu'un neketsu classique. Et là j'ai envie de faire une parenthèse sur les neketsu pour expliquer ce que c'est, mais cette vidéo est déjà longue. Bon, tant pis, je fais ce que je veux. Un neketsu signifie littéralement « sang chaud » selon le saint Wikipédia. Dans les mangas ciblés shonen, à savoir jeune garçon, et non, le shonen n'est pas un genre, et... Bon, 2 secondes.
Cette vidéo est longue, mais... Est-ce que je vais faire une parenthèse dans une parenthèse? On dirait bien que oui, donc parenthèse dans une parenthèse, et ça sur le shonen. Beaucoup à tort pensent que le shonen est un genre du manga. À une certaine époque, je dirais les années 90 en France, j'aurais compris. Mais aujourd'hui, à l'époque d'internet, je ne pardonne plus. Donc, une fois pour toutes, le western est un genre, la SF est un genre ou l'heroic fantasy sont des genres. Mais pour toutes les œuvres au monde, les genres sont universels à toute œuvre. Personne ne parle de films shonen, ou romans ou peintures shonen. Et si, les peintures western existent. Bon, peut-être pas, mais enfin, vous voyez l'idée. Chaque œuvre à scénario ou avec histoire ont des genres universels. Et le mot shonen signifie littéralement jeune garçon. Ce sont donc des mangas dont le public ciblé sont les jeunes garçons. En l'occurrence des jeunes adolescents, pour être plus précis. Bon, les neketsu maintenant. Le neketsu est inspiré du principe du monomythe de Joseph Campbell. Donc, un héros jeune et un poil naïf qui va avoir un but et va se faire des amis et un mentor, qui va le quitter en cours de route. Tout cela afin de vaincre son antagoniste ayant le même but que lui, souvent sous l'attrait d'un voyage qui sera la métaphore de la métamorphose du héros, ce qui s'accentuera à la disparition, souvent par mort, du mentor. À la fin, il atteint son but en ayant mûri depuis le point de départ, et l'objectif est souvent atteint dans un ultime combat contre l'antagoniste où le héros est d'abord montré comme perdant, mais finalement il vaincra en se surpassant grâce au pouvoir de l'amitié, son envie brûlante de gagner, ou plus rarement pour les neketsu, une réflexion plus posée et jouant sur l'intellect. Et j'ai pas dit toutes les fins différentes qu'il peut y avoir, sans compter les Deus Ex Machina. On retrouve ceci dans Star Wars Un Nouvel Espoir, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, E.T., etc., etc., etc. Et bien sûr, dans les mangas. D'ailleurs, dans les mangas, l'instigateur du genre est Ashita no Joe, le manga sur la boxe. Du moins, c'est celui qui a prépopularisé le neketsu. Et dont la généralisation totale de ce genre est effectuée par Dragon Ball. J'en ai même parlé dans ma première vidéo. Bon, selon Wikipédia, c'est le papa du manga lui-même, le grand Osamu Tezuka, qui aurait créé le genre, et vu ses œuvres, c'est pas étonnant. Donc, tout ça pour dire que Fullmetal Alchemist est un neketsu ciblé shonen, mais qui est bien plus profond et complexe que ça. Récemment, entre autres à cause d'adaptations de manga et débuté surtout à cause de Dragon Ball Evolution, il y a des problèmes de washing qui sont très courants. Je m'explique. Le whitewashing par exemple, ou encore comme l'appelle le chef otaku, le color washing, et moi aussi j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Donc, tout ça pour dire qu'en gros dans le cinéma mondial, il y a de plus en plus de problèmes de représentation des minorités. Par exemple dans le dernier Ghost in the Shell, adaptation de manga. Beaucoup de fans débiles ont protesté contre le fait qu'une blanche, en l'occurrence Scarlett Johansson, joue le rôle principal. Or, dans l'histoire originale, le personnage principal est un cyborg. Donc, que ce soit une blanche, une asiatique, un chien ou un ornithorynque, cela ne change rien. Pareil pour le film Death Note, qui est aussi une adaptation de manga. Le film fait par les japonais est franchement nul. Bon, il est très intéressant à regarder, et j'en reparlerai, mais là j'ai pas le temps, donc je résume de façon très grossière. Mais en gros il est nul, vraiment. Surtout comparé à l'œuvre originale et à l'anime. Alors que le Death Note fait par Netflix, qui est sorti très récemment, est condamné à mort par les fans car elle, l'un des personnages principaux, est noire, alors que le film n'est pas encore sorti. Alors là j'ai envie de faire une petite parenthèse. J'ai sorti et surtout j'ai enregistré cette vidéo bien après le moment où je l'ai enregistré. Ce qui veut dire que bien après le moment où je l'ai écrite, pardon. Ce qui veut dire que je l'ai enregistré bien après la sortie du film de Netflix. Mais ce qu'il s'est passé avant, déjà ça change rien parce qu'on ne peut pas changer le passé comme ça. Mais il y a un petit fait amusant. J'ai prévu une vidéo pour défendre ce film, le film de Netflix, Death Note de Netflix. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que les fans l'ont encore plus bâché à sa sortie. Et franchement, surtout par rapport à celui des Japs, je ne pense pas qu'il le mérite. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Donc, le scénario, là je parle toujours de Death Note, le film de Netflix. Le scénario permet tout à fait de faire passer ça dans une société similaire à celle du manga. Car effectivement, dans le manga d'origine, on est dans une société actuelle d'un pays puissant. À savoir, le Japon. Et là, je suppose que pour une adaptation faite par les Américains, les États-Unis suffiront, non ?
Enfin bref, ça c'était pour Death Note, car effectivement, dans le manga Death Note, l'histoire se passe au Japon, comme je viens de le dire, et dans le film de Netflix aux États-Unis, donc les fans ont râlé. Voilà, désolé, cette introduction du sujet est un petit peu longue. Je suis toujours dans la même idée, hein, à savoir les problèmes de représentation. Je sais que c'est un petit peu long, surtout pour les non-connaisseurs, mais là j'arrive où je veux en venir. Je veux parler du film live Full Metal Alchemist, que je n'ai pas encore jusqu'à là évoqué. Il a été réalisé par Fumiko Sori. Donc, dans le manga, MS Trice, comme on l'a déjà expliqué, est similaire, bien qu'elle ne l'est pas, mais est similaire à l'Allemagne du milieu du XXe siècle, avec une société post-génocide sur Ishbal, un leader possédant tous les pouvoirs charismatiques et diaboliquement manipulateurs. Il y a même des Asiatiques, avec ceux du pays de Sing, ou du moins des populations similaires aux populations asiatiques de la Terre, ou encore Xerxès, qui est comparable à plusieurs civilisations antiques puissantes, par exemple Égypte, Mésopotamie, etc. Donc, que des prétendus fans hurlent sur Hollywood car ils ont pris un noir pour faire un personnage dont l'ethnie n'emporte en rien à l'histoire, c'est normal. Que personne ne gueule sur le fait que les Japonais font une adaptation d'un grand manga, dont l'un des thèmes principaux est le racisme et l'Holocauste, mais ne possède que des acteurs asiatiques, c'est normal ? Oui, Hollywood a souvent fait preuve de racisme, surtout à l'époque où il y avait encore plein de tensions à ce niveau-là, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de Martin Luther King, des Black Panthers et de Malcolm X dans l'histoire. Mais les Japonais... Alors, bon, on pourra dire que les Japonais ont moins de budget pour engager des acteurs d'autres pays et qu'il vaut mieux, à la manière de Ghost in the Shell d'ailleurs, prendre des acteurs connus du pays de production, histoire d'être sûr que le film se vende, au moins localement. Sur ce point, je veux bien comprendre que c'est surtout un problème de production et non de réalisation en premier lieu. Mais cela ne justifie rien. Je suis le premier à dire qu'il faut attendre de voir un film avant d'en juger sa qualité. Mais moi-même je déroge parfois aux règles que je m'impose, alors attention, ne vous méprenez pas, je n'aurais pas gueulé si les fans avaient fait preuve de bon sens. Je n'aurais rien dit sur le problème du film live Full Metal Alchemist, que je concède être pour l'instant le seul problème, car au fond je m'en fous. Mais ce dont je ne me fous pas, c'est l'injustice et le respect. Et là nous avons une idiotie transcendante des pseudo-fans de manga qui me fait perdre foi en l'humanité. Voilà pourquoi je n'aime pas dire que je suis fan de manga, par peur qu'on me prenne pour quelqu'un qui ne sait pas prendre du recul sur une situation. Car oui, à force de gueuler pour tout et n'importe quoi, c'est ce qu'ont réussi à faire passer comme image au monde les pseudo-fans de manga et même de comics. Bon, je me suis un peu emporté, moi qui suis d'habitude d'humeur plutôt calme, excusez-moi. Je vais finir là. Effectivement, je n'ai pas pu parler plus de certains personnages comme Mustang, des Armstrong, de Ling et Sing. Enfin, du pays de Sing, et encore de plein d'autres points qui font que Full Metal Alchemist est un univers absolument grandiose. Faites-moi juste confiance sur la qualité narrative et graphique du manga et foncez le lire, s'il vous plaît. Donc on va passer à la fin de la vidéo avec les deux musiques que j'ai choisies pour cet épisode. À tout de suite. How can I repay you, brother mine? How can I expect you to forgive? Clinging to the past, I shed our blood and shattered your chance to live. Though I knew the laws, I paid no heed. How can I return your wasted breath? What I did not know has cost you dear, for there is no cure for death. Donc, pour cet épisode, j'ai choisi deux musiques qui sont très en lien avec Full Metal Alchemist et je vous expliquerai pourquoi après. La première est Brothers, la version de Mick Mignonia. La version originale fait partie de l'anime et est en japonais. Mais là, j'ai choisi une cover en anglais car non seulement Vic Mignonia a une voix absolument juste et plutôt belle, et au moins je peux comprendre les paroles très facilement car je suis bien plus doué en anglais qu'en japonais. Et bien sûr, les liens des deux musiques seront dans la description, hein, je ne me répète plus. Donc, et du coup, la deuxième musique est l'opening de Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc, deux musiques qui font partie des animés.
Ces deux musiques me sont conseillées par quelqu'un en qui j'ai confiance, et que ce soit en manga tout autant que dans les goûts musicaux. Pour preuve, c'est la personne qui m'a écrit les petites critiques sur les animés. Et visiblement, je ne me suis pas gouré, vu que j'apprécie beaucoup ces musiques au final, qui appartiennent complètement à l'univers de Fullmetal. Au niveau des paroles, je trouve ça absolument magnifique. Je vous les conseille pour la puissance et les émotions qu'elles suscitent, mais leur effet est décuplé si on connaît l'œuvre Fullmetal Alchemist. Donc foncez. Pour finir, la vie est une aventure, et à la manière des frères Elric, de Van Hohenheim ou de Scar, votre mission est de la vivre à fond, et de tout faire pour finir heureux. Et si cela vous plaît, dans une grande aventure. Tout ça passe rapidement, donc allez-y. Madame Arakawa, encore une fois, mille merci pour cette œuvre fantastique qui m'aura fait rire, pleurer, frissonner et surtout vivre une véritable aventure au travers des 27 tomes qui composent votre œuvre. Sur ce, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous avez des choses à dire sur le sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais faire un peu de pub pour un ami, Alentest995, qui non seulement fait des vidéos sur les mangas très cool, mais qui en plus participe à la deuxième saison de Scriptio, une web-série franchement sympa et avec une hausse drastique de la qualité entre la première et la deuxième saison. Et ce, que ce soit dans la réalisation, dans le matériel, dans l'histoire. Ils ont d'ailleurs fait un épisode 0 à cette deuxième saison, pour résumer la première, et ils ont fait ça plutôt bien. Franchement, c'est très sympathique. En une seule matinée, je me suis regardé toute la deuxième saison qui est sortie pour l'instant, et je dois avouer que je la trouve vraiment très prenante. Bien sûr, c'est du travail amateur. Non, ce n'est pas la meilleure série de tous les temps, ce n'est peut-être même pas la meilleure web-série de tous les temps, mais au moins c'est une web-série qui vient du cœur, une web-série qui n'a pas peur de ses ambitions. Peu importe s'il y a des petits effets ou des costumes qui font un peu cheap ou bon marché, on s'en fout, c'est pas ça l'intérêt, parce qu'ils arrivent à bien gérer ça et à justifier tout ça dans leur univers. Je trouve ça vraiment très intéressant, donc je vais faire en gros le résumé de la première saison, parce que je l'ai pas vu, j'ai vu que l'épisode 0 qui résume la première saison. En fait, le principe de base de Scriptio, c'est que notre héroïne qui a des tendances meurtrières d'ailleurs, qui est toujours avec son flingue ou avec un couteau, a réussi à trouver, je sais pas trop comment, une cape qui lui permet de voyager dans les dimensions, mais pas n'importe lesquelles, les dimensions d'univers de livres, voilà, de la littérature. Donc elle va croiser, on va pouvoir croiser dans cette série Dorian Gray, Anastasia et beaucoup de personnages comme Don Juan, qui d'ailleurs je le trouve très drôle, effectivement. Don Juan, je le trouve très drôle. Il y a aussi Dieu. Là c'est le dieu, c'est une sorte de dieu, un peu comme le dieu omnipotent qu'on connaît, etc. Mais en un petit peu différent, en très très drôle. J'aime beaucoup, et c'est lui qui résume d'ailleurs l'épisode 0 de la saison 2. Voilà, donc je mets tous les liens qu'il faut en description, que ce soit pour la chaîne d'Alentest995, que ce soit pour la chaîne YouTube de Scriptio, en espérant que vous alliez vraiment voir un coup d'œil, vraiment que vous y alliez y jeter un coup d'œil, parce que je la trouve vraiment bien. Ça a été un petit coup de cœur, ça m'a été conseillé par Alentest en personne, et franchement, je trouve que ça vaut carrément le coup, voilà. Si un jour dans ma vie j'arrive à faire une web-série qui prend autant auprès des gens, et ben franchement je pourrais me dire chapeau, et en attendant je leur dis chapeau à eux, voilà. Donc merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. Comme d'habitude, écrivez dans les commentaires si vous avez des choses à dire sur les sujets de l'épisode d'aujourd'hui, et en attendant je vous dis à la prochaine tout le monde.